Donc la danse, c'est surtout le ballet pour la plupart des gens, et peut-être vous dans cette pièce, qui va avoir une pièce, et associé à ce qu'on appelle le ballet en blanc, donc on a mis une image. Donc c'est surtout le deuxième acte du Lac des Cygnes, avec la danseuse qui est une jeune fille très mince, élancée, en tutu blanc, collant rose, avec ses pointes, son chignon. On la voit très aérienne sur scène, un peu une figure éthérée. Et le danseur, c'est quelqu'un qui porte des habits de prince, qui sert surtout à porter la danseuse, et qui parfois même a un air un peu efféminé. En fait, ces représentations de la danse, de la danseuse et du danseur, qui imprègnent nos imaginaires, elles ont été essentiellement forgées au XIXe siècle. Vous connaissez sûrement Marius Petipa, donc c'est un Français qui ensuite a déménagé en Russie et qui a laissé de nombreux grands ballets classiques. Notamment le Lac des Cygnes, Don Quichotte, La Belle au Bois dormant, Casse-Noisette. Donc c'est des ballets qui servent qui ont servi de fondement à la danse classique telle qu'on l'entend aujourd'hui, et surtout à celle qui est la plus répandue dans nos imaginaires. Alors même qu'il y a plein de choses qui ont été faites depuis, et de nouvelles innovations, mais vraiment quand on se réfère à la danse classique, la plupart des gens c'est ça qu'ils ont en tête. Et en fait, ces images-là, elles proviennent du ballet romantique qui s'est construit au XIXe siècle. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui comment cette image elle s'est construite et comment est-ce qu'elle a pu évoluer. Donc en quoi est-ce que la danse classique, par son évolution, elle reflète les normes corporelles de la bourgeoisie pendant tout le XIXe siècle, et est-ce qu'il a été possible d'en faire un art et une pratique populaire, en particulier en URSS après 1917. C'est un peu les deux axes qu'on a choisis aujourd'hui. Et pour comprendre ça, il faut remonter un peu dans l'histoire de la danse, revenir aussi sur les particularités de la danse classique et sur la manière dont le contexte historique elle peut modifier les pratiques artistiques, et en distinguant notamment cette danse des danses récréatives ou des danses populaires, c'est une distinction qui est aussi apparue au cours de l'histoire, on va le voir. Et on va se focaliser en gros sur les Trois Glorieuses, on va commencer en 1830, et la monarchie de Juillet. On verra que c'est un moment assez charnière en fait dans l'histoire du spectacle. Et ensuite, Raphaël, elle reviendra plus en détail sur comment est-ce que le ballet a évolué après la Révolution russe. Et on va voir en fait que j'ai choisi de parler beaucoup du XIXe siècle. Je vais revenir un petit peu sur avant parce qu'il y a vraiment un avant et un après, notamment parce que avant le XIXe siècle, la danse est en fait assez masculine, contrairement à l'image qu'on peut en avoir de nos jours. Et en fait, il va y avoir une élimination petit à petit des hommes qui va entraîner la féminisation de la danse classique, et le ballet romantique qui va s'imposer comme un univers vraiment très féminisé, quasiment réservé aux femmes sur scène, avec des hommes qui regardent des femmes sur scène. Alors pour commencer, c'est un peu une banalité, mais il faut avoir en tête que tout le monde danse dans toutes les sociétés, et que la danse c'est aussi un peu le miroir de la société, de ses inégalités, de ses représentations à un instant T. Et si le fait de danser existe, on a des traces de danse dans des peintures rupestres, dans l'Antiquité, on date les débuts de la danse classique, les prémices de la danse classique à la Renaissance italienne. En fait, la naissance du balletto italien se fait lors de mariages. En fait, les ballets, ils font leur entrée, en gros, dans les cours royales. Et les musiciens et les danseurs en fait, ont juste pour mission de distraire les invités des mariages en exécutant des pas de deux, des entrechats, donc des pas de danse, que les invités peuvent rejoindre. Donc il n'y a pas de frontière entre vraiment le spectacle et les gens qui regardent le spectacle, parce qu'à tout moment, les personnes qui regardent le spectacle peuvent aller danser sur scène, sur une espèce d'espace qui est dégagé. Donc c'est pas vraiment un spectacle professionnel à proprement parler, ou en tout cas tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et l'importation de la danse à la cour de France, elle est imputable à Catherine de Médicis, qui épouse Henri II en 1503, et elle importe avec elle son goût pour la danse. Donc le ballet, il est alors présenté à la cour du roi de France, et c'est un assemblage de déclamations, de poésie, de chants, de décors, de costumes, et progressivement, c'est là que ça devient un peu un grand spectacle luxueux. Et la danse classique sous cette forme-là, qui en fait est assez peu codifiée à l'époque, même au niveau des pas, va s'exporter comme ça dans toutes les monarchies européennes, et elle a du coup dans son origine un caractère profondément aristocratique. Elle est vraiment liée en fait à la manière, à ces grandes fêtes royales, et elle rencontre un grand succès en France et en Russie. Et à l'époque en fait il est fondamental que les nobles sachent danser, car il faut pouvoir se déplacer avec élégance, se mouvoir de manière
voilà, élégante, et c'est une manière de se distinguer, de marquer son rang par rapport au reste de la société. Et le roi et la reine, ils sont, dans toutes les sociétés aristocratiques, fortement incités à savoir danser, à être les meilleurs danseurs pour prouver leur rang. Donc c'est le cas de Louis XIV, hein, qui a contribué à codifier la danse classique, enfin certains pas de danse. Et en France, donc notamment la danse avec l'équitation, mais aussi le fait de maîtriser les armes, ils sont tenus complètement indispensables dans l'éducation aristocratique. Il y a des maîtres à danser qui se baladent de cour en cour ou auprès des familles de nobles pour apprendre à danser, mais aussi apprendre en fait les attitudes et les gestes de la vie de cour, toute l'étiquette de la vie de cour. Donc les deux sont vraiment liés. Et comment est-ce qu'on met son chapeau, quelle révérence il faut faire à quel moment, et comment reconnaître la bonne grâce, c'est-à-dire comment reconnaître immédiatement une personne de qualité grâce à son attitude. Donc la manière de danser est aussi reliée à comment on se présente en société, et elle rentre complètement dans l'éducation des princes et contribue à former la noblesse. Mais c'est pas vraiment des pas de danse comme on peut connaître aujourd'hui, hein. C'est aussi plutôt une manière de se tenir, et les pas de danse à l'époque étaient assez peu techniques en fait. Et la danse à cette époque-là, elle représente en fait, c'est une image un peu idéalisée de la relation de cour, et elle s'inscrit un peu dans cette éducation générale du comportement. Et notamment, elle contribue à transformer les corps au niveau du port de tête. Vous avez une photo d'une dame qui tient la tête de la danseuse, parce qu'en fait, après, ce genre de pratique, même artistique, s'inscrit dans le corps des individus et leur donne une certaine prestance. On garde toujours son port de tête. Donc dans les bals de cour, en fait, la danse, elle va transmettre l'ordre social. On danse par ordre hiérarchique de noblesse et en habit de ville. Il n'y a pas de costume spécifique à l'époque. En tout cas, ça se met progressivement en place. La danse, c'est donc une sorte de rite social, hein, qui a lieu. Et les grands bals royaux, ils vont regrouper les favoris du roi qui vont danser en premier, en fonction, voilà, de qui est dans les petits papiers du roi à tel moment. Et cette nouvelle danse, elle va marquer un nouveau rapport au pouvoir organisé justement autour de la cour du roi et de l'étiquette. Parce qu'avant la Renaissance, les danses qui sont à la mode, c'est plutôt ce qu'on appelle les danses en branle, qui sont des danses de chaîne où on danse tous ensemble, on fait des rondes. C'est pas du tout la même pratique de la danse qui va se mettre en place ensuite à la fin de la Renaissance. On va plutôt danser deux par deux. Du coup, on va voir apparaître le triomphe des danses de couple par rapport aux danses collectives qui étaient très populaires avant. Et qui préfigure aussi un peu le futur recentrement autour de la famille nucléaire. On a vraiment un homme et une femme qui dansent ensemble, et c'est vraiment là, au moment de la Renaissance, que ça se met en place. Enfin, en tout cas, après, bien sûr, il y a toujours des balles dans les balles populaires, des grandes rondes, etc. Mais dans ce qui est valorisé par le pouvoir, etc., c'est plutôt ce genre de danse. Donc, à cette époque, je sais plus si c'est... Oui. La danseuse étoile, en fait, elle est loin d'exister. Les femmes, elles sont cantonnées à des rôles secondaires. Elles sont encombrées de perruques, de corsets, de talons hauts avec les grandes robes telles qu'on a en tête. Et alors que les exigences, elles deviennent de plus en plus accrues, de plus en plus techniques, de faire plein de petits pas, les femmes, elles ne peuvent pas remplir, tout simplement par leur accoutrement, les exigences qui sont attendues des danseurs. Et du coup, c'est les hommes de cour, les gentilshommes, qui vont tenir des rôles dans les ballets à côté de personnes, de gens de métier qui commencent à se professionnaliser et à tenir les rôles qui sont techniquement les plus difficiles. Donc la danse, elle va se complexifier et les pas de danse qu'on connaît vont commencer à émerger. Mais à l'époque, tout le monde danse, et la danse classique telle qu'elle va perdurer, elle est héritière du soin qui va être apporté à justement dégager et définir un style de la danse noble pour se distinguer du reste du peuple qui en gros ne sait pas danser, pas comme les nobles en tout cas. Donc c'est le moment aussi où la danse, elle va devenir narrative et pas uniquement récréative, c'est-à-dire qu'on va raconter des histoires avec la danse. Et donc on passe de danse de cours de représentation à des ballets plus ambitieux, donc comme je le disais, lors des mariages, lors des grandes célébrations, qui racontent des histoires. Et à l'époque du coup sous l'Ancien Régime, en gros les ballets s'inspiraient souvent des mythes antiques. Donc l'un des ballets qui avait été monté, c'est sur les Argonautes, sur donc, le mythe de la Toison d'Or, qui a été repris. C'est surtout voilà, des mythes antiques qui sont mis en avant. Et en France, la Révolution française, elle va venir un peu bouleverser la donne justement sur les histoires qu'on raconte, par les ballets et aussi par leur format. Donc là, ça va être la fin des grands mythes. On va s'intéresser aux choses du quotidien. Et il y a un ballet qui est encore donné de nos jours qui s'appelle La Fille mal gardée, qui est un des plus vieux ballets encore, des plus vieux ballets qui se jouent encore, qui a été créé juste après la Révolution française et qui en fait raconte simplement l'histoire de deux paysans qui veulent se marier. Enfin, voilà, comme dans tous les ballets.
Et donc des gens normaux en fait qui sont mis en scène sur scène, et c'est quand même une nouveauté pour l'époque, une innovation. Et donc le ballet d'action qui va devenir le fer de lance de la danse classique, on va dire, connaît un succès grandissant pendant tout le XVIIIe siècle. Et il triomphe donc sur toutes les scènes européennes et jusqu'en Russie, mais ça Raphaël vous en parlera tout à l'heure. Et il vous parlera mieux justement de ses liens avec le pouvoir, notamment le pouvoir tsariste. Donc à cette époque, le ballet il est essentiellement un domaine masculin, et la presse dans son ensemble, elle déborde de louanges pour les meilleurs danseurs. Dans les archives, en fait, quand on regarde les archives des journaux, il n'est jamais question des danseuses, mais on ne parle que des danseurs. Parce que les danseuses, en fait, elles étaient un peu en... C'est un peu horrible, mais elles faisaient des décors, quoi. Sous le consulat et le Premier Empire et la Restauration, la danse est une activité de première importance pour les hommes du monde. On danse dans les salons, on se rend à l'opéra pour copier les danseurs et les pas des danseurs qu'on apprend, qu'on commente et qu'on juge. De même, dans les bals publics et dans les milieux populaires, ce sont d'abord des hommes qui font scandale. Dans le French Cancan, le chahut qu'on connaît, qui maintenant est absolument fait que par des femmes, en fait à l'époque c'était quelque chose de masculin. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est aussi que la danse classique, telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle qu'on se l'imagine, elle s'est construite avec la bourgeoisie, en fait beaucoup plus qu'avec l'aristocratie. Les débuts de la danse classique et la manière la codification des pas datent certes en partie du règne de Louis XIV. Il y a beaucoup de choses dans l'esthétique qu'on a en tête de nos jours qui en fait sont héritières du mouvement romantique et de tout le 19e siècle, et pas du tout en fait de la manière dont on faisait de la danse pendant l'Ancien Régime. Donc au 19e siècle, les structures sociales elles changent radicalement, et la monarchie de Juillet elle en a un peu le symptôme. Il y a une nouvelle classe, donc la bourgeoisie, et avec elle ces artistes qui va s'imposer. Et la danse, elle va être un enjeu de nouvelles normes dans le champ de l'esthétique comme dans celui du politique qui s'élabore. Donc je vais passer rapidement, mais en gros, après la Révolution française, il y a une succession de régimes qui se mettent en place, des coups d'État, un empire, et la bourgeoisie tâtonne et hésite encore dans ses rapports avec l'ancienne noblesse, et ça va se refléter aussi en fait dans l'art. Et on peut s'accorder quand même à dire que la monarchie de Juillet en 1831, ça représente vraiment le règne des affaires. C'est là que les premières concessions de mines elles sont faites, que l'industrie textile se développe, le ferroviaire aussi. Et donc le régime politique à l'époque repose sur le suffrage censitaire qui donne le pouvoir à la petite partie la plus riche de la bourgeoisie française. En fait voilà, donc le droit de vote évidemment est réservé à la partie la plus riche de la bourgeoisie, et encore à la noblesse en fait qui reste une grande propriétaire terrienne. Et en parallèle de ça, sous ce régime-là, on a donc il y a deux chambres législatives. La deuxième chambre législative cesse d'être héréditaire. Il y a une extinction en fait progressive des pairs nommés par le régime précédent, donc surtout les familles nobles d'avant la Révolution qui ne voient pas leur place être renouvelée automatiquement, pour laisser la place donc à une nouvelle classe bourgeoise. Et ça va se refléter dans toutes les couches de la société, ça va se dans tous les pans de la société, et notamment sur l'art. Et en fait, durant la première moitié du 19e siècle, le monopole sur l'art, mais surtout sur la danse et l'opéra, c'est en fait l'opéra de Paris, enfin qui s'appelle pas comme ça à l'époque, mais qui donne vraiment le ton en termes culturels. Donc à l'époque, il s'appelle l'Académie royale, et c'est le symbole en fait pour la classe au pouvoir de privilèges anciens un peu indéfendables, et le bastion d'une culture un peu anachronique ou antiquisante, donc la royauté. Et les critiques de cette institution qu'on considère un peu comme surannée sont de plus en plus entendre. Et le nouveau gouvernement de la monarchie de Juillet, il est placé devant la nécessité de renouveler l'image de l'opéra pour en faire en fait de nouveau un nouveau symbole de l'État bourgeois, d'un État moderne, prospère, tourné vers l'avenir, et qui fait fi en fait des anciennes pratiques artistiques de l'ancien régime. Donc il y a ce premier phénomène-là, et en parallèle, en fait, au milieu du 19e siècle, le lien qui persistait depuis plusieurs siècles, donc depuis le ballet de cour, entre la danse de société, la danse de cour, la danse populaire et la danse spectacle se délite petit à petit. C'est-à-dire que la danse de société, ou la danse même dans les bals populaires, ça cesse d'être un art qu'on perfectionne, mis à part certaines régions où il y a des pratiques qui persistent, mais globalement, c'est le ballet va vraiment et la danse technique va vraiment se séparer des pratiques sociales, et le public de l'opéra va changer et ses attentes également. Et donc il y a une critique de l'époque qui écrit
tout changer, l'opéra devient bourgeois. Donc cette nouvelle classe régnante, la bourgeoisie, elle cherche avant tout à se distinguer et à montrer son pouvoir. Prendre une loge à l'opéra, c'était une quasi-obligation pour les hommes de la bonne société. On venait pour s'y montrer, pour préparer des mariages ou pour y conclure des contrats d'affaires. Et le rôle du public, il est fondamental pour comprendre le ballet au XIXe siècle. Le spectacle, en fait, il est soumis, comme de nos jours, mais à des contraintes de production, donc économiques, et surtout depuis la concession de l'opéra. En fait, l'opéra, anciennement, était aux mains, en gros, du pouvoir royal directement, et là, il va être donné à un administrateur privé, qui va donc s'occuper de la programmation, la conception. Et donc, dès sa programmation, un ballet doit être donc susceptible de plaire au public pour être rentable, et donc de plaire à ce public qui change et qui devient de plus en plus bourgeois. Et cette nouvelle classe au pouvoir, elle cherche à marquer ses distances aussi bien avec le peuple, avec le prolétariat, qu'avec la noblesse pure et dure, avec qui elle a un rapport un peu ambigu, ce qui ne sera pas sans conséquence sur la façon dont la danse et les danseurs ils vont être perçus. Au moment de sa nomination comme administrateur de l'opéra, donc le docteur Véron, qui est celui qui prend en charge l'opéra, il explique qu'il faut que l'étranger soit attiré à Paris par la bonne exécution des chefs-d'œuvre de musique et qu'il trouve les loges remplies par une société élégante et rassurée. Il faut que les succès et les recettes de l'opéra soient un démenti donné aux émeutes qui avaient agité auparavant le régime. Donc l'opéra, la danse, l'art, c'est une vitrine pour la nouvelle classe au pouvoir qui constitue en fait le public influent de l'opéra, les banquiers, les industriels, les employés des ministères, la grande, la moyenne bourgeoisie, mais aussi des artistes, des journalistes, grâce à la presse en expansion à cette époque-là. Et tous construisent la société de la monarchie de Juillet, la société de la bourgeoisie qu'ils veulent moderne, tout en renouant avec certains privilèges un peu aristocratiques, en tout cas en essayant de vivre un peu ces privilèges-là à leur manière. Et donc les bourgeois et artistes petits bourgeois, ils vont se rejoindre en fait pour construire un imaginaire de la danse et des danseuses qui va être cohérent, enfin des danseurs qui va être cohérent avec les valeurs du temps, aussi bien dans leurs paradoxes que dans leurs contradictions. Donc c'est pourquoi il y a un peu deux choses contradictoires qui cohabitent, à savoir le ballet romantique comme Gisèle, donc est-ce que je me suis un peu emballée, je sais plus. Non, c'est bon. Donc là, ce que vous voyez là, c'est une image du ballet Gisèle qui représente en fait les idéaux du ballet romantique avec cette jeune femme qui en fait n'est pas vraiment une femme, c'est une créature et qui représente en fait certains idéaux du courant romantique, du romantisme, un courant réactionnaire. Et en même temps, dans ces ballets-là, on a aussi à la fois on a ce mouvement-là de ballet romantique et aussi une certaine opposition aux valeurs aristocratiques qui cohabitent. En fait, l'histoire de Gisèle, c'est rien d'exceptionnel, hein, c'est une paysanne qui est trahie par un jeune homme noble qui lui avait promis de l'épouser et qui en fait va épouser une autre noble. Et il a un meilleur rang qu'elle, on va dire, et donc il choisit une fille qui finalement a le même rang que lui, et elle finit par mourir de chagrin. Et dans la fin du ballet, en gros, c'est elle, du coup, Gisèle, elle meurt, elle rejoint ce qu'on appelle les Willis, qui sont toutes les jeunes femmes qui sont mortes de chagrin d'avoir été rejetées. Et qu'est-ce qu'elles font pour se venger? Elles s'amusent à faire mourir les hommes qui leur ont causé du chagrin en les ont dansés jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais Gisèle n'était pas une féministe trop énervée, elle sauve son amoureux qui pourtant l'avait trahi. Bon. Alors que les autres voulaient le tuer, bref. Chacun en conclut ce qu'il veut, mais voilà, on a un peu Il y a quand même la mise en scène de personnages nobles d'Ancien Régime dans cet art qui pourtant est institutionnalisé par la bourgeoisie. Mais de la même manière qu'en fait, au moment de l'Ancien Régime, on mettait en scène des mythes de l'Antiquité. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un parallèle un peu à faire. Et autre chose qui se reflète beaucoup à l'époque dans le ballet, c'est un peu l'orientalisme qui va submerger, alors pas que le ballet, hein, mais aussi le théâtre, la peinture, mais quand même surtout la danse. Donc c'est l'époque où la France, la Grande-Bretagne étendent leurs empires coloniaux, et le colonialisme va se manifester dans les ballets par l'évocation de manière un peu caricaturale et fantasmée de toutes ces cultures éloignées. Donc là, il y a deux images que j'ai mises de ballets, la Bayadère et le Raymonda, donc c'est les deux. Je pense qu'on reconnaît assez vite lesquels sont orientalisés ou pas. Qui mettent en scène
des pays éloignés de manière complètement fantasmée évidemment. En fait, voilà, c'est en fait alors que les pays d'Europe s'enrichissent donc des ressources des pays colonisés, l'image d'un Orient un peu décadent est diffusée en fait par la presse auprès de l'opinion publique, mais aussi dans la production culturelle. Donc l'intrigue des ballets romantiques, elle est toujours située dans un ailleurs, un monde un peu d'altérité, qui est en fait un monde complètement fantasmé et éloigné géographiquement. Ça peut être les pays nordiques et gothiques d'Europe du Nord. Voilà, l'Europe du Nord, ça devient une espèce de grand bouli-boulia qui sert à... Voilà, Gisèle, typiquement, ça se passe en Europe du Nord. En Europe centrale aussi, ou au Moyen-Orient, dans des îles lointaines. Et de temps en temps aussi, parfois des mondes éloignés plus socialement, donc comme je disais, les paysans, ou parfois des villages de pêcheurs. Ouais, c'est ce qui est mis en avant souvent par les productions culturelles. Et très souvent, ils décrivent des mondes un peu hors du temps, un peu au contour assez vague. C'est-à-dire que quand un ballet représente l'Orient, ça peut être aussi bien l'Andalousie que le Moyen-Orient. Ils ne sont pas très regardants au niveau de ce qu'ils racontent au niveau géographique. Mais en fait, ce qui est assez marquant, c'est que toutes ces contrées lointaines, dans les représentations artistiques, il faut qu'elles soient peuplées de femmes sensuelles, au pouvoir mystérieux, et c'est ce qui donne en fait son petit succès pour les hommes de la bourgeoisie. Les thèmes abordés par le ballet sont assez limités à l'époque. C'est des féeries, de l'exotisme, des univers féminins où règne la beauté, la jeunesse, à l'exception de quelques mères ou de sorcières méchantes qui sont toujours dévalorisées ou étant cantonnées dans des rôles secondaires ou des rôles de caractère. Et en fait, traiter certains sujets modernes qui pouvaient être à la mode au théâtre, c'est pas pensable en fait dans la danse de l'époque. Donc Théophile Gautier, qui est un écrivain mais qui a aussi été un grand amateur de danse classique, il écrivait à propos d'une création sur les Mohicans que le choix du sujet était le plus malheureux du monde, des soldats et des sauvages prêtent peu à la chorégraphie, des hommes rouges tout nus et d'autres bardés de buffetterie n'ont rien de bien régalant à l'œil. Donc c'est le témoignage en creux de ce qui est attendu du ballet, pas la réalité mais surtout du fantasme pour ces messieurs. Donc le ballet romantique du XIXe siècle, il ne surgit pas de nulle part, il est lié aux évolutions de la société et du public qui compose l'Opéra de Paris. En fait, les artistes et le public qui se détournent des grands spectacles révolutionnaires qui se mettent en place au XVIIIe siècle, et aussi des fantaisies un peu paysannes qui disparaissent dans les années 1820 et dont en fait il subsiste que ce ballet dont je vous ai parlé au début, La fille mal gardée. Mais je pense que voilà, les hommes à l'époque, une fois qu'ils avaient vu une histoire de paysans, et s'ils en voyaient deux, ils avaient l'impression de toutes les avoir déjà vues, donc il leur fallait autre chose. Et le goût de l'exotisme et de la féerie se développe au début du siècle. En fait, on fustige l'ancienne danse de la noblesse tout en s'en inspirant. C'est ça qui est un peu paradoxal. On la considère comme un vestige de l'aristocratique ballet de cour et on lui reproche un penchant un peu vulgaire. Et il s'agit donc de se différencier à la fois de l'ancienne classe dirigeante, donc de cette noblesse dont on a pris la tête, mais aussi de la classe antagoniste du prolétariat. Il y a une danseuse de l'époque que je vous ai mis, celle qui a les petites ailes à la peinture, Marie Taglioni, qui est une danseuse très connue, qui est restée à la postérité, qui va incarner l'élégance du juste milieu, de la noblesse moderne, d'une société qui est en train de redéfinir ses valeurs esthétiques pour se définir elle-même en rupture donc, avec cette noblesse dont elle veut se détacher, mais dont elle regarde toujours un peu au-dessus d'elle. Donc les critiques ils vont louer la légèreté extrême de cette danseuse, ils vont souligner aussi sa grâce naïve, son attitude réservée. Les qualités physiques sont redoublées par les supposées qualités morales de la danseuse, ce qui va être un petit peu différent après, mais on y reviendra sur le mythe des danseuses comme étant des prostituées. Donc les critiques louent Marie Taglioni pour avoir abandonné la pose d'une noblesse de commande et pas rigoureusement correcte. En fait, on valorise le fait qu'elle ne danse plus comme une noble. En fait, à l'époque, la danse baroque, la danse de l'Ancien Régime, c'était surtout des petits pas complexes au sol d'une grande précision. En fait, si on était loin dans une salle de spectacle, on ne voyait pas grand-chose. C'était vraiment... la technique était faite pour être vue de près, puisque en fait, on donnait un spectacle au cours de fêtes dans des... Enfin, pas dans des salles de spectacle, quoi. Et en fait, avec le passage sur scène dans des salles d'opéra, la danse romantique, elle va introduire des parcours simplifiés, mais aussi des gestes plus impressionnants, des sauts, de grandes traversées, des élans.
qui n'était pas du tout le cas du coup dans la danse d'avant. Et la période du coup elle va être marquée par un désir d'élévation et de prise d'espace qui fait écho plus généralement à tout mouvement romantique. Et donc les mouvements, comme je le disais, prennent de l'amplitude et on utilise de plus en plus la demi-pointe, donc se mettre juste sur les orteils jusqu'à arriver, donc c'est Marie Taglioni, la première qui se met sur pointe. À l'époque, pas vraiment avec les chaussons qu'on a aujourd'hui, donc je sais pas comment elle faisait avec ses pieds, mais petit à petit après, voilà, ça va se développer, on va créer des chaussons exprès pour se mettre sur pointe. Et la tendance à l'élévation concerne les hommes aussi un petit peu, mais les hommes à l'époque servent surtout à porter les femmes. Et, mais surtout les femmes en fait qui vont plus utiliser cette tendance-là et mettre les pointes. En fait, la danse et la danseuse, elles apparaissent de façon quasi obsessionnelle dans l'imaginaire du 19e siècle et on se rend pas compte, je pense, de nos jours parce que déjà il y a une forte distinction entre la danse technique professionnelle et la danse telle qu'on peut la pratiquer nous en soirée. Et à l'époque, en fait, la danse est un peu partout, quoi. Les danseuses, elles sont évoquées dans les journaux, alors bon, dans une certaine frange de la population, mais en général, la danse, on danse sur scène, mais aussi on danse dans des musicals, dans les pièces de théâtre, il y a des danses, dans les opéras, les entr'actes des opéras sont des ballets. Donc il y a vraiment une espèce d'omniprésence de la danse, mais il y a aussi énormément de bals populaires. Et on parle beaucoup de danse, de littérature, et le goût pour la pratique de la danse, il va se conjuguer pour la bourgeoisie par une espèce de fascination pour les danseuses. Et ça vient aussi de la répartition des rôles et des espaces entre les sexes pré-genrés qui s'affirment à cette période de la société. La danseuse, elle devient un peu la femme idéalisée, enfin, pas la danseuse en tant que personne qui danse, mais ce qu'elle représente en tout cas. Elle devient une femme un peu auréolée par son art, mais qui reste toujours inférieure par son sexe et aussi par son origine sociale et son métier. Parce que c'est une femme qui doit gagner sa vie, qui travaille en fait, et qui souvent est d'origine populaire. Et ce qui est d'ailleurs plus du tout le cas aujourd'hui chez les danseurs, notamment de l'Opéra de Paris. Et on l'assimile en fait souvent à une prostituée, en fait à tort, hein, c'est un peu c'est un phénomène qui existait mais qui n'est pas non plus répandu chez toutes les danseuses de l'opéra. Il y a une espèce de patronage un peu bizarre entre des hommes plus vieux et des jeunes danseuses, mais bon, en fait il y a pas mal de débats pour savoir dans quelle mesure elles étaient de prostituées ou pas. Mais ces femmes danseuses, elles apparaissent comme l'incarnation du rêve un peu féminin et à la fois donc, comme rêve féminin, mais aussi comme objet disponible à être acheté et à consommer, quoi. Et il est important effectivement de montrer qu'on peut entretenir une danseuse pour les hommes de la société bourgeoise, au sens où en fait on paye des loges, on paye directement un salaire à une danseuse qu'on aime bien pour qu'elle puisse continuer à danser. Et donc le 19e siècle, il est particulièrement marqué par des conceptions dualistes en termes de genre, et qui se sont en fait complètement, et dualistes en général, qui s'imposent. Et la société, elle est constamment traversée entre des pôles opposés, entre des tensions, entre donc les reflets de l'ancien régime et les valeurs aristocratiques et les nouvelles valeurs, celles de la bourgeoisie et le capitalisme, les tensions entre un monde industriel, mécanisé, matérialiste, et la nostalgie un peu d'un retour à la nature, des aspirations spirituelles qu'on peut voir dans le romantisme. Et ces tensions-là, elles sont présentes aussi dans la danse, de même qu'il y a une tension entre la répression et l'omniprésence de la sexualité. Les représentations, elles vont s'imposer les représentations qui vont s'imposer à partir de 1830, elles vont imprégner toute la culture de la danse et son imaginaire, et elles vont perdurer bien au-delà de ces quelques décennies de règne du ballet romantique jusqu'à nos jours, et elles vont se répandre sur toute la planète de la danse classique. En fait, c'est au XIXe siècle que seront consacrée la danse comme étant quelque chose de féminin, et que ça va devenir le règne des ballerines, et qu'en fait la danse et la danseuse vont devenir confondues, quoi. Enfin, l'image de la danse et de la danseuse vont être confondues. Et dans le même temps, en fait, les danseurs vont être marqués d'un stigmate féminisant. Ils vont être écartés de la scène ou moqués pour leur présence sur scène. Parce qu'en fait, un homme qui travaille pourrait très bien faire autre chose qu'être danseur, alors qu'entre guillemets, une femme, bon bah, c'est plus accepté de l'avoir sur scène. Beaucoup de danseurs, et surtout de danseuses en fait, parce qu'à l'époque, du coup, le mouvement s'inverse.
il y a beaucoup plus de danseuses. Elles viennent de classes défavorisées. Vous connaissez peut-être la petite danseuse de Degas, donc c'est une sculpture, celle qui est en haut à droite. C'est une jeune danseuse qui sert de modèle à Degas et qui est en fait, elle, son père est tailleur, sa mère est blanchisseuse et elle est installée en fait dans les quartiers pauvres de Paris. Et en fait, cette sculpture, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, il y a un bouquin qui a été écrit sur cette sculpture qui retrace l'histoire de la fille qui a servi de modèle. Et en fait, ce que montre l'auteur, c'est toutes les violences physiques et psychologiques de la part des spectateurs, mais aussi des familles en fait, pauvres pour qui l'opéra peut être un moyen éventuellement de monter en classe en espérant se faire repérer par un homme bourgeois riche qui tomberait amoureux de la danseuse et voudrait l'épouser, quoi. Et donc c'est des idées qui sont aussi, et ça contribue au fait à l'imaginaire de la danseuse aussi comme prostituée, quoi, qui se propage dans la littérature au XIXe siècle et alimente aussi tous les fantasmes des spectateurs qui viennent à l'opéra. En fait, après, moi dans les bouquins que j'ai lus, ce qu'ils disaient c'est que le foyer de l'opéra, c'était pas le lieu de prostitution limite organisé et institutionnalisé qu'on a en tête, même si les danseuses, en fait, avec l'arrivée des administrateurs privés, elles ont tendance effectivement à chercher ce qu'on appelle des protecteurs, donc des gens qui les entretiennent. Mais il y a aussi une condamnation générale en fait, des danseurs de bal, parce qu'on imagine qu'en fait les bals populaires sont le creuset de la décadence, le creuset de la délinquance, parce qu'ils sont fréquentés notamment par des classes laborieuses, donc potentiellement dangereuses. Et en fait, ce stigmate-là, il se reflète aussi sur les danseurs en général, et il n'épargne pas les danseurs professionnels. En fait, l'opéra, ça devient le lieu de rencontre du tout Paris, d'une bourgeoisie triomphante qui est composée d'hommes, du coup, et qui cherche la reconnaissance sociale, mais pas que. En fait, c'est aussi cette classe sociale, elle recherche des représentations bien spécifiques des femmes. Elle cherche à voir, ils ne cherchent pas dans leur représentation artistique, ils veulent pas en fait voir des rôles d'épouses, de mères, de famille dans leur représentation, parce qu'à l'époque elles sont considérées, donc je cite, comme fécondes mais frigides, donc elles ne permettent pas en tout cas d'accéder à un monde de fantasmes, à un monde de divertissement que recherche en fait ce public-là. Du coup, ce sont plutôt de jeunes femmes qu'ils imaginent libres de mœurs, sensuelles, libertines, qui intéressent les hommes de la bourgeoisie et sur lesquels ils vont projeter leurs fantasmes, à savoir les danseuses. Et pour revenir sur la différenciation de genre et de rôle, en fait, et sur la féminisation, pour comprendre la féminisation du ballet, il faut comprendre surtout pourquoi les hommes en sont partis, parce que c'est aussi comme ça que le mouvement est apparu. En fait, au cours du siècle, les techniques féminines et masculines, elles vont se distinguer de plus en plus. Les rôles masculins, ils vont se réduire, voire disparaître. En fait, les hommes, on ne les attend plus sur scène, mais plutôt dans les spectateurs, notamment parce que c'est ça qui prouve leur rang, le fait qu'ils peuvent se payer en fait une loge à l'opéra. Et c'est aussi pendant cette période romantique que le spectacle va être complètement féminisé et qui va devenir, la danse en tout cas, qu'elle va devenir incompatible avec l'image qu'on se fait de la masculinité, alors que la danse de société, elle va encore demeurer pratiquée par les deux sexes. Mais dans la danse de spectacle, les hommes vont en être complètement sortis. Et ce sont plus tard les danseurs soviétiques, mais en fait bien après, plutôt dans la seconde partie du XXe siècle, comme Nouriev ou Baryshnikov, qui vont remettre sur le devant de la scène les danseurs classiques masculins et qui vont leur apporter des rôles. Ça, éventuellement, on y reviendra si jamais. Mais c'est aussi parce qu'en fait, le ballet russe et le ballet soviétique n'a pas connu tout à fait les mêmes transformations que le ballet occidental, notamment à cause de la révolution russe, mais aussi du stalinisme. Ça, on y reviendra. Et en fait, avant le 19e siècle, et même en fait après le 19e siècle, la tonalité du ballet est beaucoup plus légère que celle de l'opéra, qui va mettre en scène parfois des tragédies ou des événements politiques, ce qui est en fait assez peu le cas dans le ballet. Le ballet, il traite presque exclusivement du privé, jamais de politique. Il met en scène des événements plutôt fantastiques, réels, et il s'achève donc souvent par une fin heureuse, un peu classique. Et à partir des années 30, du coup, le ballet, en fait, même avant, le ballet, il offre peu de rôles valorisants
politiquement ou socialement. Et donc on va se dire finalement les hommes n'ont rien à faire en fait dans des rôles qui ne les mettent pas en avant particulièrement, ou qui ne sont pas... il n'y a pas de balai sur des industriels, il n'y a pas de balai sur des grands hommes politiques, comme ça peut être le cas dans l'opéra, ou sur des intrigues un peu plus développées, comme ça peut être le cas dans l'opéra. Et en fait, on n'y trouve plus de rôles qui peuvent être investis par des gens qui font des activités qu'on considère à l'époque comme viriles, donc les affaires, l'État ou le commerce. C'est pour ça, en fait, que les hommes vont aussi se détourner du ballet et le laisser aux femmes. A l'inverse, du coup, l'opéra ou le théâtre traitait beaucoup plus de politique, de guerre, de religion, et il offrait de nombreux rôles masculins de tout âge et de conditions variées, alors qu'à l'époque, en fait, l'homme, c'était juste un prince un peu beau qui servait à porter les femmes quand elles faisaient des figures dans le ballet. Donc pour demeurer vraisemblable, le ballet, il ne pouvait pas faire danser des personnages dont l'âge ou la dignité ne rendait pas la danse crédible, c'est-à-dire les hommes. Les hommes, en fait, on considère qu'ils ne dansent pas, et ceux qui le font, ils sont vus comme suspects. En fait, seules les femmes peuvent tenir un peu ce rôle de créature qu'on attend d'une ballerine. En fait, la danse, elle est contrôlée aussi par une frange du public qui dirige le ballet par ses finances, tout simplement, et donc qui dirige aussi la représentation de son univers. Les profonds changements de la monarchie de Juillet, ils sont aussi responsables du coup de cette féminisation de la danse, du discrédit des danseurs et de la fétichisation des danseuses. Donc en fait, il y a des facteurs politiques et sociaux qui influent sur les représentations artistiques et l'ascension de la classe bourgeoise qui veut fonder de nouvelles valeurs, une nouvelle société et qui se défie quand même de l'ancienne aristocratie mais aussi du peuple, du prolétariat, entraîne donc ce changement culturel. Et à l'époque, donc toujours Théophile Gautier, celui qui disait qu'il ne fallait pas mettre en scène des choses trop sérieuses dans les ballets, il explique que voilà, les hommes ne conviennent pas à la danse. Il y a d'autres commentateurs de ballet qui expliquent que des hommes faits à l'image de Dieu ne peuvent pas pratiquer la danse sans y perdre leur identité, sans devenir une affreuse danseuse du sexe masculin. Donc voilà l'association avec le fait de devenir une affreuse danseuse, donc il ne faudrait pas que l'homme se féminise en dansant. Et que pour sauvegarder l'ordre social et les règles de l'esthétique, un homme n'a pas le droit de danser. Pour nous, en danseur, il y a quelque chose de monstrueux et d'indécent que nous ne pouvons concevoir. Donc ça, c'est ce qui se dit dans les critiques du 19e siècle sur les danseurs. Donc la bourgeoisie nouvellement arrivée au pouvoir, elle va imposer ses valeurs, ses nouvelles normes de masculinité qui sont en fait assez éloignées des normes de l'Ancien Régime, en tout cas de la fin de l'Ancien Régime, et en rejetant la manière, la virilité, ce qui était un peu la manière de se représenter le pouvoir de l'Ancien Régime, donc avec ses grandes perruques, ses habits très lourds, ça va passer dans le domaine du féminin. Et ça va être complètement dévalorisé du coup par la nouvelle société. Donc le public majoritaire de l'opéra, c'est évidemment celui des classes dominantes et qui tient à se distinguer de l'aristocratie de la Restauration, mais aussi du prolétariat. Et il se défie pour l'instant davantage de la première, de l'aristocratie, plutôt que du second. Donc le danseur de ballet, le problème qu'il pose en fait à cette nouvelle classe, c'est qu'il est encore marqué symboliquement par l'Ancien Régime. Il est costumé, maquillé, plein de grâce, de légèreté, habile de son corps, il incarne un idéal de beauté, mais en même temps il est souvent d'origine populaire et il s'exhibe contre une rémunération, ce qui du coup est vu comme une aberration, en tout cas avec beaucoup de négativité à l'époque. Et il offre une image masculine qui ne correspond pas aux valeurs de la nouvelle société. En fait, dans la culture de l'Ancien Régime, la culture de bourg, ça allait de soi qu'un homme pouvait, voire devait, se mettre en représentation, s'offrir au regard. Dans la culture bourgeoise, c'est plus question de se donner en spectacle et plus question non plus de regarder un corps masculin comme auparavant. Donc le ballet, il a longtemps été un art où le public et interprètes, ils étaient tous de la même classe, c'était des courtisans qui échangeaient leur place, puis c'est devenu un art où demeurait une certaine possibilité pour le spectateur masculin de prendre pour modèle sur le danseur. Mais dans cette nouvelle société bourgeoise, ça devient complètement impossible. Il est important d'inscrire une différence
Et la grâce, l'élégance, la beauté, ça devient désormais strictement du domaine féminin. Et le corps masculin, il s'affirme comme un corps rationnel, un corps qui travaille, un corps qui gagne de l'argent, un corps qui fait du profit. Donc un corps qui est efficace, et cette efficacité, elle est voilà, mesurable. Le corps, il se travaille dans la performance, l'éducation physique, la gymnastique, le sport deviennent le lieu de l'exercice de la virilité. Et le perfectionnement du geste qui participe à une recherche esthétique juste pour l'esthétisme, comme c'est le cas dans la danse, et pas pour avoir une performance, n'est pas envisageable pour l'homme. Donc la représentation du danseur, elle est assez ambiguë, et de la danseuse aussi d'ailleurs, parce qu'en fait elle est toujours cernée un peu par deux figures repoussoires. Donc l'aristocrate efféminé, mais qui jusqu'il y a peu en fait possédait encore le pouvoir et sur qui la bourgeoisie elle doit encore compter à cette période-là, et l'homme du peuple qu'elle considère aussi bien comme grossier dont elle veut s'éloigner que comme menaçant. Donc voilà un peu l'état de la danse classique au XIXe siècle, et en fait donc j'espère que j'ai un peu réussi à montrer comment c'était lié avec le changement de régime et avec de nouvelles normes esthétiques qui se mettaient en place. Donc c'est assez lié, voilà, enfin, pour moi en tout cas c'est lié, la nouvelle esthétique du ballet elle est liée à la manière dont la bourgeoisie se représente son corps, mais de l'autre côté de l'Europe c'est le prolétariat qui va s'emparer du pouvoir, et qu'est-ce que cette révolution va faire au ballet. Donc je vais laisser la parole à Raphaël, on va juste échanger nos ordinateurs. Alors je débranche du coup. Oui vas-y. C'est bon, tu passes ou pas? Oui. Bon, j'avoue qu'on voit pas trop les images. Ouais, en vrai c'est... Hop. Oui, donc voilà, hein, dans cette seconde partie là, on va un peu évoquer du coup la danse concrètement un peu de l'autre côté de l'Europe. Et donc on va s'intéresser aussi à ce qui s'est passé après la révolution russe en termes de danse classique, quoi. Mais avant ça, je vais juste revenir très rapidement sur un peu ce que c'était la danse classique quand même un peu avant la révolution en Russie. Et donc en fait, voilà, comme l'a un peu évoqué Lucille, c'est très centré sur l'empire tsariste. Il fallait représenter la grandeur de l'empire. C'est vraiment un peu ça qui est mis en avant, quoi. Et les ballets russes d'ailleurs sont assez célèbres, hein. Il y a une compagnie ballet russe et tout ça qui est créée d'ailleurs en 1907 par Serge Diaghilev, le monsieur qu'on voit avec lui, le là, chapeau. mais on voit pas bien, mais pas du tout même. Ah bah il est... Ah mais sinon je peux faire ça au pire, mais je sais pas si vous voyez mieux. C'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Ouais. Bah au pire je tourne mon ordi. Et donc ce Serge Diaghilev, c'est le chef de la compagnie des ballets russes, et il va organiser un bon nombre de ballets voilà, correspondant au bon code de l'Empire. Dans sa troupe, il y a tous les meilleurs éléments, hein, de la danse classique, et comme notamment Mathilde Kechinska, qu'on voit aussi sur l'image. Et pour vous dire à quel point le ballet impérial est lié au tsarisme, elle avait, elle, notamment une liaison avec le futur Nicolas II avant de se marier avec un membre de la famille même impériale. Et encore un élément voilà, qui montre un peu ça, c'est les ballets qui se produisent dans le théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg, situé proche du palais d'hiver, donc voilà, toute la zone, etc. Et dans le ballet impérial, on y retrouve aussi, comme l'a évoqué tout à l'heure Lucille, Marius Petipa, donc danseur et surtout chorégraphe français, qui a été embauché par le palais impérial russe
à l'âge de 29 ans. Et voilà, je répète pas, mais il était effectivement l'auteur de Le Bois dormant, Le Lac des Cygnes, etc. Donc voilà un peu le projet, quoi, le détour, le contexte, quoi. Et en fait, bon, bah, il y a quand même après tout un côté politique de révolution que ça, je pense, vous connaissez un peu. Et du coup, il y a le soir, pour un peu la petite anecdote, le soir de la prise du palais d'hiver, il se trouve que, qui est du coup à côté du théâtre Mariinsky, et ben, il se trouve qu'il y a une représentation, un ballet qui est joué et dont le premier rôle est interprété par Tamara Platonovna. Désolée pour les noms russes. Mais donc voilà, on sent qu'ils n'ont pas été tout d'abord très inquiets par tout ce changement, mais ça va en vrai un petit peu évoluer, dans le sens où après la révolution de 1917, en fait, il y a bon nombre des danseurs du ballet impérial qui vont partir. Parce que bon, bah, ils n'étaient pas très bien vus par le nouveau régime, vu qu'ils étaient associés au tsarisme, etc. Et donc voilà, et en plus ils ont un peu avoué qu'ils avaient peur du bolchevisme et de ce que aurait pu faire leur gouvernement sur la vision de l'art, etc. Et donc bon, on retrouve des danseurs et notamment un peu la troupe de Diaghilev qui vont en France ou aux États-Unis. La plupart ils reviendront jamais en URSS et ils se font même naturaliser dans les différents pays, quoi, où ils vont. Et pendant les années qui ont suivi la révolution russe, la compagnie de ballet russe, elle se renomme Kirov voilà, parce que ça changeait un peu de représentation. Et les danseurs sont vus par contre par le reste de l'Europe comme des grands athlètes qui interprètent des ballets d'une grande virtuose. Enfin, du coup, ces danseurs qui ont immigré là, ils sont vraiment vus dans le reste de l'Europe comme un peu vraiment quelque chose de grand, quoi. Et ça c'est après. Ah oui, pardon, j'ai changé trop tôt. Bah vas-y, ouais. Je te remets. Et donc une fois que la révolution est faite, quoi, il y a donc beaucoup d'avancées culturelles, scientifiques, etc. Et donc on voit beaucoup d'avancées culturelles, scientifiques, mais ça, voilà, c'est un peu aussi connu, quoi. Les bolcheviks se sont emparés effectivement de cette question avec une grande importance. Et donc il faut savoir aussi que la culture en Russie regroupe beaucoup de choses, donc l'art, mais aussi l'éducation, les sciences, l'instruction, et il se trouve aussi l'alphabétisation. Donc on sait aussi qu'il y a eu des grandes campagnes d'alphabétisation dans tout l'ex-empire russe, avec d'ailleurs la possibilité d'apprendre à lire et écrire dans sa langue maternelle pour les nationalités qui parlaient pas russe, quoi. Et il y a aussi eu une lutte contre l'obscurantisme avec l'inspiration notamment des siècles des Lumières. Ils ont aussi mis en place le système de poids, mesure, voilà, etc. Ils ont changé le calendrier, bref, ils s'adaptent un peu ils changent un peu toute cette petite technique niveau culturel pour essayer d'avancer, quoi, d'évoluer. Et concernant un peu l'art, il y a des innovations artistiques qui se développent dans le début des années 30. Et ça, c'est notamment aussi l'œuvre de collaboration interdisciplinaire qui n'était pas forcément fait avant. Et donc il y a l'exemple de La Punaise qui rassemble les plus grands artistes russes à l'époque, comme un poète, Mayakovsky, le metteur en scène Miguel, le décorateur Rodchenko et le jeune compositeur Shostakovich, dont on parlera encore de ces noms un peu après. Et donc aussi pour mettre un peu en place toutes ces nouvelles mesures, ces innovations, bref, la révolution culturelle, quoi. Il y a le Narkomokros
qui se crée, et donc qui est le commissariat du peuple à l'éducation. Et son premier directeur, c'est Anatoly Lunacharsky. Et là, je crois qu'il y a une photo, non? Je sais plus. Non, c'est le Narkompros, c'est la petite photo. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Et notamment dans le Narkompros, il y a aussi Nadezhda Krupskaya, donc, qui a joué un rôle hyper important et qui se trouve être l'épouse de Lénine. Et donc voilà, l'objectif un peu, en tout cas les préoccupations que se donne le Narkompros, c'est vraiment d'élargir le public à l'art, à la culture, etc. Ils instaurent des représentations gratuites ou à prix très réduit dans les meilleurs théâtres pour les ouvriers et les soldats, et ils fixent des quotas de places réservées aux spectateurs des classes défavorisées ou n'ayant pas eu accès à l'instruction. Et le Lunacharsky protégeait aussi la plupart des artistes d'avant-garde, comme ceux que j'ai cités avant, Maïkovski, Malevich, Vladimir Tatlin et Meyerhold, mais j'en reviens juste après. Mais bon voilà, vous voyez un peu le décor, quoi. C'est vraiment essayer d'innover, de créer vraiment des structures spécialisées pour que le régime et les Russes en fait s'emparent de la question culturelle, de la question artistique, etc. Et donc bon, jusqu'en 1924, il n'y a pas de... Oui, là tu chantes, pardon. Jusqu'en 1924, il n'y a pas de nouvel opéra qui va naître en Russie soviétique, parce que vu que c'est considéré comme bourgeois, les opéras, les ballets du répertoire sont remplacés par en fait de gigantesques spectacles en plein air auxquels participent par milliers les artistes, les étudiants, les collégiens, les travailleurs et les soldats de l'armée rouge. Et donc voilà, au milieu un peu de tout ce micmac culturel et également politique, quoi, il y a en fait deux conceptions un peu de l'art qui se cachent. Pour Anatoly Lunacharsky, donc celui qui est chef du Narkompros, du commissariat du peuple de l'éducation, pour lui le patrimoine culturel doit être mis à la disposition des masses, et le socialisme doit se construire sur l'utilisation de l'héritage capitaliste et non sur sa destruction. Voilà, il représente un peu l'idée de la direction bolchevique à ce moment-là, quoi. Et pour les membres du Prolet Culte, qui est une organisation prolétarienne indépendante, l'art révolutionnaire doit provenir au contraire directement des masses. Donc il y a un peu ces deux trucs-là. Et d'ailleurs, le Prolet Culte, il n'aura pas beaucoup d'influence dans l'intelligentsia russe. Et parce que voilà, il provenait en bonne partie de gens politiquement nés avec la Révolution, de jeunes portés par les événements, d'ouvriers qui s'ouvrent à la culture et d'un certain nombre d'intellectuels mais fraîchement gagnés au communisme et n'ayant que des idées plutôt approximatives, voire schématiques, sur ce qui impliquait construire la société socialiste de l'avenir. Et donc ils vont un peu considérer que toute la culture du passé, toute la culture du passé, ils vont la considérer comme bourgeoise, et qu'à l'exception des sciences naturelles, rien n'est tellement digne d'être maintenu en vie, quoi. Le Prolet Culte, il prenait la fin des acteurs, des acteurs et des artistes professionnels, parce que voilà, selon lui, les ouvriers amateurs pouvaient exprimer la réalité du monde ouvrier mieux que personne. D'où l'idée des spectacles un peu improvisés. Le public devait entrer dans le jeu et les acteurs improviser chaque fois qu'ils le pouvaient, quoi. Et on espérait qu'un jour viendrait où le public n'irait plus jamais voir une pièce, mais en fait plutôt la co-jouer, quoi. Et cette position, en revanche, ce que je viens d'écrire là,
n'était pas tellement partagé par les bolcheviks, par le régime et donc par Lénine et Trotsky. Parce que voilà, ils considèrent qu'il est fondamentalement faux d'opposer la culture bourgeoise et l'art bourgeois à la culture prolétarienne et à l'art prolétarien, parce que ces derniers en fait n'existeront jamais, parce que le régime prolétarien est temporaire et transitoire. Ils ajoutent aussi la signification historique et la grandeur morale de la révolution prolétarienne réside dans le fait que celle-ci pose les fondations d'une culture qui ne sera pas une culture de classe, mais la première culture vraiment humaine. Et le prolet culte organise tout de même en fait de nombreux clubs et organisations pour apprendre cet art prolétarien, et donc au point où une génération quand même d'écrivains prolétaires et paysans naissent de la Révolution. Et donc, quand bien même ils ne sont pas tout à fait d'accord, le régime et le narcompros, bon, en fait, ils vont leur laisser la place de s'épanouir, quoi. Et voilà, mais jusqu'à un certain point quand même, parce que voilà, ils vont en octobre 1920, pardon, oui si. En octobre 1920, le gouvernement va essayer de mieux encadrer ce prolet de culte, et donc il va justement l'intégrer à la Narcompros, qui est donc le commissariat du peuple de l'éducation, quoi. Alors que, bon, à partir de ce moment-là, le prolet de culte n'avait commencé à perdre un peu son influence, quoi. Donc ça n'a pas eu de réel effet, mais voilà, ils ont eu au moins le mérite d'exister quand même. Et ouais, non, c'est bon. Laisse ça. Tu me dis. Ouais. Et après, il y a d'autres artistes qui ont été aussi inspirés par la Révolution, mais qui ne provenaient pas du tout forcément des classes populaires et des masses, quoi. Et donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est Maïkovski, Chagall, Meyerhold, Bloch et Sénine. Et en fait, eux, ils ont été inspirés de manière esthétique, surtout, parce que voilà, l'aristocratie en fait n'avait jamais tellement voulu les assimiler. C'est en fait ce qu'on va appeler le mouvement futuriste. Donc voilà, en fait, ils vont un peu faire de l'art industriel qui va vite, qui veut mettre en lumière la modernité. Enfin voilà, c'est un peu ça. Pour Trotsky, le futurisme russe avait des caractéristiques d'un mouvement artistique né dans une société ayant encore à accomplir une révolution bourgeoise. Vous voyez, c'est un peu les artistes bourgeois qui n'ont pas pu se montrer à aucun moment, parce qu'on est passé du féodalisme à un état prolétarien, quoi. Et donc voilà, ils reflètent les aspirations révolutionnaires de la bourgeoisie russe, tout autant que son bref. Ils aspirent, ils représentent les aspirations révolutionnaires de la bourgeoisie russe. Mais voilà, eux aussi, mine de rien, ils ont participé un peu à tout ce qui s'est fait de nouveau, enfin, vu que ça n'a jamais été vu avant en Russie, c'était quand même... et là, il y a 2-3 trucs, notamment il y a deux tableaux qui représentent un peu ces trucs. Là, ouais. Et bon, les ouvriers qui ont, eux, voulu un peu s'ouvrir à la culture, ils se sont pas forcément trop sentis concernés par ces artistes-là, en fait, beaucoup jugés comme décadents, quoi. Mais le régime et Lunacharsky disaient vouloir laisser le travailleur écouter et évaluer chaque chose, l'ancien et le nouveau, et donc on lui impose rien, on lui montre de tout. Mais le petit problème un peu qui a découlé de ça, c'est que les intellectuels ne connaissant que moyennement les idées communistes, en fait ils ont prétendu qu'ils accomplissaient le socialisme grâce à leur art. Trotsky s'est efforcé de rappeler que les inégalités toujours présentes et la révolution pas encore internationale ne pouvaient pas permettre un art qui érigeait le socialisme. Mais voilà, le slogan de Maïkovski, c'est les rues sont nos pinceaux, les places sont nos palettes,
Et donc voilà, ça devient un peu une réalité parce que voilà, on appelle les artistes à décorer les rues et les places avec de grands panneaux colorés aux formes géométriques, etc. À l'occasion de fêtes et de spectacles. Donc ça, voilà. Eux aussi, malgré leur décalage, ils ont quand même apporté un peu en tout cas du neuf dans la conception artistique en Russie. Là, tu peux changer. Voilà. Et donc il y a aussi la révolution russe a inspiré aussi des danseurs internationaux comme Isadora Duncan, qui est une danseuse américaine. On voit sur la photo, voilà, ici. Elle a aussi, bon, déjà par sa propre technique, etc., elle a un peu révolutionné, elle a un peu fait des changements, un peu créé des nouvelles techniques quoi, de danse dans le ballet classique. Quoi. Elle voulait opposer vraiment deux mondes. Voilà. Et donc, notamment, elle est connue un peu à l'international déjà à son époque. Hein. Elle crée plusieurs écoles de danse, notamment une à Moscou, donc en 1921. Bon, et celle de Moscou, d'ailleurs, c'est l'une de ces écoles de danse qui durera le plus longtemps, jusqu'en 1948. Et les danseuses qui sont formées avec elle se produisent dans de nombreux spectacles, etc. Elles forment à leur tour des générations d'artistes et de professeurs qui perpétuent ainsi l'esprit de la création. Quoi. Et en février 1917, elle ponctue l'abdication du tsar Nicolas II en dansant notamment sur la Marseillaise avec une tunique rouge. Et ça, c'était devant les Américains médusés. Donc voilà, elle a été un peu... elle a participé à rendre cette révolution un peu visible dans le monde artistique du côté ailleurs qu'en Russie. Et donc, bon, bah voilà, à l'Est, le message de cette représentation a été entendu. Et donc, c'est là où elle est justement invitée à à créer son école à Moscou et tout ça. Et elle déclare qu'elle veut maintenant danser pour les masses, pour les travailleurs qui ont besoin de son art et qui n'ont jamais assez d'argent pour venir me voir. Même un peu cette conception. Voilà. Et elle va d'ailleurs créer un petit ballet solo qui s'appelle Études révolutionnaires, le nom du ballet. Et là, c'est assez intéressant. Bon, on n'a pas... Mais c'est assez intéressant visuellement, puisque c'est des gestes un peu de travail du sol, c'est le point levé, voilà. On sent qu'elle veut vraiment montrer un peu cette fougue et ce cri d'appel des masses, quoi, y compris dans ce ballet. Oui. Je ferai une conclusion quoi. Et après donc pour parler aussi d'exemples un peu concrets de ballets qui se sont produits quoi, parce qu'il y a eu du renouveau. Bon bah par exemple il y a un ballet qui s'appelle Le Tourbillon Rouge qui utilise par exemple des chansons révolutionnaires et des airs populaires. Et d'ailleurs, cette œuvre se clôt par une interprétation solennelle de l'Internationale. Donc voilà, c'est un peu ces choses-là qui s'amènent, quoi. Il y a également le Pavot Rouge. Normalement, on voit des trucs. Le Pavot Rouge, c'est tout en bas. C'est celui-là avec le bateau. Avec le bateau. Tout petit. La première présentation est en 1927 et le sujet traite de l'idylle d'un capitaine de vaisseau russe et d'une danseuse chinoise de cabaret. Le tout sur fond de révolte des boxeurs et de fraternisation des troupes révolutionnaires soviétiques dans un empire dominé par les danses occidentales. Et la danseuse jette au capitaine un pavot rouge. Elle lui sauve la vie au 3e acte pendant la révolte, tandis que son patron tire sur elle, profitant du désordre populaire
Et en mourant, elle tend à une petite fille la même fleur, symbole potentiellement ambigu de liberté. Bon voilà, c'est un peu tous ces thèmes qui arrivent et même visuellement, enfin voilà, poser un gros bateau sur la scène, c'était quand même pas fait avant tellement quoi. Une autre pièce, L'Âge d'or de Dimitri Shostakovich. Je crois qu'on l'a pas mis parce que en fait, il n'y avait pas trop d'images. 1928. Bon, bah, voilà, ça raconte l'histoire d'une équipe de football soviétique en visite dans un pays capitaliste. Les joueurs de football soviétiques sont harcelés, injustement incarcérés, mais ils sont libérés par les ouvriers locaux qui se révoltent contre les oppresseurs. Le ballet se termine par la danse commune des footballeurs et des ouvriers devenus solidaires. Voilà. Les personnages, bon voilà, c'est un peu aussi parfois qui vont dans tous les sens. Mais voilà, avec voilà. Et les personnages sont un peu caricaturaux quoi. Il y a le fasciste, la diva, l'agent provocateur, bon voilà. Et il se trouve que ce ballet connaît un succès auprès du public, mais les danses sont quand même jugées un peu trop décadentes par les autorités russes. Voilà. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, celui-ci, il a tellement été un peu perçu bizarre et après avec le stalinisme un peu décadent que l'histoire en fait il y a deux autres versions qui se sont faites, mais l'histoire elle change du tout au tout. Il n'est plus du tout question d'une équipe de football, c'est une histoire d'amour, je sais plus exactement, mais ça n'a plus aucun sens et pourtant ça s'appelle L'Âge d'or, etc. Les mêmes chansons, mais ils ont réussi à faire quelque chose, mais voilà. Et le dernier pas tout à fait le dernier, mais bon, un autre ballet, c'est Le Boulon. Qui est là-haut. Voilà. Lui qui est créé en 1931 par le chorégraphe dont le chorégraphe est Lou Poupov. Donc là, pareil, il y a un peu beaucoup de changements. Il y a des acrobaties de cirque, de la danse jazz, du sport. Donc ça étonne un peu tout le monde et aussi le gouvernement soviétique qui, voilà, 1931, vous imaginez bien que ça commence un peu à se durcir, quoi. Et donc le Boulon, c'est un peu, c'est d'ailleurs sans doute l'un en fait des derniers exemples de l'art un peu insolent dans les premiers temps de l'URSS, parce que en fait ce ballet ne sera jamais véritablement joué, quoi. Il a été très rapidement interdit. Et donc le sujet est plutôt d'actualité pour l'époque. L'intrigue, elle se résume en une histoire de sabotage dans une usine. Alors pareil, là, il y a plusieurs versions, donc je ne sais plus exactement laquelle est la première. Mais voilà, il y a un ouvrier un peu marginal qui refuse de se plier aux lois de la collectivité, qui décide du coup de saboter un peu l'usine en mettant un gros boulon dans les rouages d'une machine de production. Et son complice, il se trouve qu'il est tout plein de culpabilité, il va dénoncer, il va le dénoncer, et donc c'est le fait de dénoncer son complice qui est un acte vu comme méritoire, quoi, qui lui vaudra en fait le statut du héros dans l'histoire. Et donc voilà, on voit l'importance de punir le saboteur et à la fin tout est réglé, ils ont réparé la machine et donc tout le monde est content et tout le monde peut reprendre le travail. Et pourtant voilà, Staline il n'a pas non plus trop aimé, quoi. Et niveau chorégraphie c'est assez étonnant, il y a un recours à des gestes, bon je l'ai un peu dit, mais gymniques, acrobatiques et tout ça, associés à des danses traditionnelles et contemporaines. Il y a beaucoup le côté industriel et constructiviste qui ressort, avec des mouvements mécaniques qui ne... Voilà, pas forcément très gracieux. Je crois que pour oui, voilà. Les gardes rouges, par exemple, ils sont sur des trottinettes, vraiment sur le ballet. Ça, c'est peut-être dans les versions un peu plus récentes, mais voilà, ça a été ça l'image un peu donnée. Voilà. Et après aussi, pour parler d'un des ballets un peu qui a été aussi
qui a un peu marqué un changement, etc. C'est aussi le ballet Les Flammes de Paris, qui est fait en 32. Bon, voilà. C'est celui-là. Et là, en fait, c'est un ballet qui est vraiment... ils refont la Révolution française, parce que voilà, c'était un peu vu comme exceptionnel, changement de régime, voilà, et donc ils refont un peu ça. Et il est fait en 1932, donc quand même, ça commence à se staliniser, quoi. Voilà, etc. Bon, et pour conclure un peu rapidement, du coup, Je crois que c'est fini dans les... c'est fini, hein? Non. Ouais. Oui, voilà, il y a celle-là, et puis après c'est bon. Ouais. Et donc, voilà, pour conclure un peu rapidement, le stalinisme, il fossilise un peu le ballet et l'art, quoi. À partir quand même des années 30, l'art de l'URSS devient vraiment une vitrine de Staline pour le monde entier. C'est l'occasion de montrer la puissance de la nation. Là, on rentre vraiment dans un peu le nationalisme, le patriotisme. Bon. Et les artistes sont d'ailleurs un peu obligés de s'adapter à ça, soit pour vivre avec leur temps, soit en fait pour juste éviter la censure, quoi. Ils imprègnent un peu leurs œuvres du réalisme socialiste soviétique, donc ce que j'ai décrit juste avant. Et donc on en retient pendant cette période-là les ballets tels que Roméo et Juliette de Prokofiev, La Fontaine de Bakhtisaray, etc. Et d'ailleurs après la résolution en 1932 sur la restructuration des organisations littéraires et artistiques, bon, il se trouve que toutes les organisations existantes sont dissoutes, y compris les associations prolétariennes, et elles cèdent la place à des unions d'écrivains, des unions de compositeurs qui sont du coup un peu plus contrôlées par le régime, quoi. Voilà, bon, je passe sur des trucs. Et donc, bon, peut-être ce que je voulais un peu amener en conclusion, vraiment pour finir, c'est donc, j'en ai parlé un peu avant, mais voilà, ce que Lénine et Trotsky ont pu un peu, comment ils ont pu un peu imaginer le après, l'art pendant la Révolution en tout cas. Bon, ils étaient effectivement pas trop d'accord avec le fait de faire quelque chose de purement prolétarien, qu'avec des artistes nouveaux, etc., qui viendraient d'un milieu populaire. L'objectif était vraiment un peu plus et ils ont essayé de promulguer ce message, c'est de dire en fait il faut se servir de tout ce que la bourgeoisie et le capitalisme a produit de bon, y compris dans l'art, parce que voilà, ça c'est aussi reproduit en termes, c'est aussi un mécanisme qu'on garde pour le progrès, la technique, etc. Et donc voilà, ils insistent sur le fait qu'il faut également garder cette mentalité pour l'art, et que donc il s'agirait, enfin voilà, le but est d'évoluer et pas d'essayer de créer quelque chose complètement nouveau qui en fait manquerait potentiellement un peu de technique et qui ne représenterait finalement pas l'art dans toute son évolution, alors que ça pourrait être justement la continuité la plus logique pour l'art avec dans une société débarrassée des classes sociales, quoi. Voilà, je m'arrête là.